Alors, la question que posait Lina, c'était aussi le dialogue de Platon. Alors, elle ne comprend pas le dialogue de Platon. Donc ça, c'était juste après. Un modèle de société, donc. Donc ça peut correspondre justement à ce que critique Spinoza. Alors à partir du livre 2 de la République, Socrate imagine les réglementations à mettre en place pour éviter qu'une cité ne sombre dans les divisions et les conflits. Donc ça serait un exemple de société qui pourrait être qualifié d'utopique. Il dresse ainsi le portrait d'une cité idéale et précise le sens de cette démarche. Donc là, je vais lire le texte et puis comme d'habitude, je vais apporter des commentaires. Voyez si vous avez toujours des questions, si vous pouvez m'en poser d'autres. Donc première intervention de Socrate, c'était pour obtenir un modèle, dis-je, que nous cherchions à savoir ce qu'est la justice en soi et ce que serait un homme parfaitement juste s'il devait exister. Nous avions pour but de les regarder pour voir comment ils nous apparaîtraient eu égard au bonheur et à son contraire. Nous serions dès lors forcés de reconnaître, pour ce qui nous concerne nous-mêmes, que celui qui leur serait le plus semblable aurait le sort le plus semblable au leur. Ce n'était donc pas dans le but précis de démontrer comment ces choses-là peuvent en venir à exister. La justice en soi, c'est quelque chose d'important chez Platon, c'est à distinguer de la justice dans la pratique. C'est comment la justice en elle-même, indépendamment des difficultés qu'il y a à la mettre en œuvre, doit être conçue pour pouvoir être vraiment appliquée. Parce que si on a une idée vague et insuffisante de ce que c'est que la justice, on ne pourra pas vraiment être vraiment juste. Seulement le problème qu'il pourra y avoir à partir de cette attitude-là, c'est qu'on va se faire un idéal de la justice qui pourrait devenir de plus en plus difficile à appliquer. C'est ce qu'on pourra reprocher à Platon. Donc là, il s'agit de déterminer ensuite le bonheur du plus grand nombre possible. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une cité idéale ? C'est celle qui permet au plus grand nombre possible de ses membres d'être heureux, voire même celle qui permet à tout le monde d'être vraiment heureux. Et il s'agit d'une cité, puisqu'elle permet à tout le monde d'être heureux, permet en principe d'avoir une forme d'égalité à l'égard de ce bonheur. Donc cette égalité implique qu'on veuille pour les autres le même bonheur que pour soi. Donc Glaucon lui répond, en cela, dit-il, tu dis vrai. Socrate enchaîne, or, crois-tu qu'il serait moins bon peintre celui qui aurait peint un modèle de ce que serait l'homme, le plus beau, qui en aurait rendu tous les traits de manière satisfaisante dans son dessin, mais qui n'aurait pas pu démontrer qu'un tel homme est également susceptible d'exister. Par Zeus, selon moi, non, dit-il. Eh bien, dirons-nous, n'avons-nous pas, nous aussi, construit dans notre recherche un modèle de cité bonne ? Certainement. Croit-il dès lors que nous parlions de manière moins satisfaisante pour cette seule raison que nous ne serions pas en mesure de démontrer qu'il est possible de fonder une cité de façon qui a été proposée ? Certes non, dit-il. Alors, donc si on reprend l'exemple du peintre auparavant, le bon peintre, si on lit bien, n'est pas forcément celui qui peint un homme qui n'aurait jamais existé. Celui qui peint un homme dont on ne peut pas montrer qu'il existe, dont on ne peut pas citer d'exemple particulier, ne peint pas forcément mal. Ce qu'explique Platon ici, c'est que dans sa description de la cité idéale, dans la République, il ne propose pas en fait quelque chose dont il peut effectivement démontrer l'existence, démontrer que ça a déjà existé quelque part. C'est un modèle de société dans lequel les uns et les autres vivent le plus près possible les uns des autres, de façon à être solidaires, de façon à ne pas se sentir non concernés quand il arrive des malheurs aux autres ou du bonheur aux autres. Une mauvaise cité, c'est une cité où les gens sont jaloux du bonheur des autres, ils sont tristes quand les autres sont heureux, et ils sont indifférents quand ils sont malheureux, ou voire ils sont joyeux, c'est encore pire, quand ils sont malheureux. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise cité. Et ce que veut Platon, c'est juste une cité où les gens sont solidaires au sens où ils sont heureux quand les autres sont heureux, quand la plupart sont heureux, quand il arrive des événements à la cité qui sont bons pour tous, et ils sont malheureux quand il arrive des événements tristes, donc ils sont solidaires. Et donc ça, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de cité qui le démontre réellement, qui démontre qu'il n'y a jamais de gens jaloux ou autre. Mais pour autant, pour Platon, c'est pas une raison suffisante pour dire qu'une telle cité n'est pas possible. On pourrait dire, pour donner un argument dans le sens de Platon ici, que y a, dans le domaine technologique, on pourrait concevoir des choses qui n'ont jamais existé nulle part.
Si on prend Jules Verne au XIXe siècle, il a imaginé le voyage dans la Lune bien avant que cela soit possible technologiquement. Mais c'est pas parce qu'il n'avait pas démontré que c'était possible, parce que lui, il n'avait que des moyens littéraires pour expliquer ça, alors qu'il n'avait pas de moyens vraiment scientifiques ou technologiques, eh bien, ça ne prouvait pas qu'il avait tort d'envisager cela. Et donc, de la même façon, dans le domaine politique, on peut imaginer que ce n'est pas parce qu'une situation n'a jamais été rencontrée où que ce soit que cela suffit. Et ça, justement, c'est un argument de Spinoza pour dire si quelque chose est possible, ça a dû exister quelque part. Il s'en sert notamment pour expliquer à la fin de son traité politique que les femmes ne peuvent pas acquérir le statut de citoyen, puisque dans toutes les cités qu'on a pu connaître jusqu'à présent, elles étaient ravalées au second rôle, elles participaient pas aux décisions politiques. À part dans quelques cas où elles peuvent accéder à la fonction de reine, mais les autres femmes dans la société n'accèdent pas à la fonction politique minimale qui est d'être citoyen, c'est-à-dire de participer à la discussion des lois et de pouvoir déterminer dans ce sens-là ce qui serait juste pour tous. Et donc Spinoza se sert donc ici de l'expérience limitée qui est celle de tous les jours pour justifier le fait que accorder un rôle plus important aux femmes qu'à son époque, ça serait utopique. Voilà. Après, ça n'empêche pas que Spinoza, comme cela a pu exister notamment au niveau dans l'histoire que la démocratie a pu exister, Spinoza va être beaucoup plus favorable à la démocratie que la plupart de ses contemporains. Et on pourrait dire c'était que sur ce plan-là, Spinoza était utopique, puisque partout à l'époque en Europe, ce qu'il y avait, c'était des monarchies, des régimes dans lesquels on ne demandait pas vraiment son avis au peuple pour le gouverner. Et pourtant, il était quand même pour la démocratie et pour faire en sorte que la religion ne joue pas un rôle trop important aussi au niveau de l'existence des gens, que chacun puisse avoir la liberté de se déterminer par rapport à ses croyances intimes, qu'on n'impose pas des croyances au nom de l'État à tous, et ça aussi on pourrait considérer que c'était relativement utopique. Mais Spinoza peut en donner des exemples, donc ça va pour lui, puisqu'il y a eu quelques cas dans l'histoire où ça a existé, ça veut dire que c'est possible. Mais comme il ne connaît pas vraiment de cas où les femmes sont partie prenante, et à part peut-être la légende des femmes amazones, qui étaient chefs dans leur pays, là c'était l'inversion des rôles, c'était les femmes qui commandaient et les hommes qui obéissaient dans cette histoire-là, mais ça on n'a pas vraiment de preuves très convaincantes, et puis ce que ça montre, c'est qu'il faut qu'il y ait un sexe qui domine, d'après cette légende. Donc voilà pourquoi, à partir de sa critique de l'utopie, Spinoza en vient à justifier un ordre qui, par la suite, a pu être largement remis en cause. Voilà, je pense que ça peut vous éclairer sur les deux textes qui sont à utiliser pour traiter le sujet. Dites-moi si vous avez d'autres questions, maintenant, soit à partir de ce que j'ai dit, soit sur d'autres sujets. Alors, je pense que j'ai dit à certains qu'ils pouvaient me parler, c'est pas sur le téléphone, ça c'est sur l'interface, puisqu'apparemment je vois que vous êtes sur téléphone, Lina et Lily. Normalement, vous avez sur l'application que vous avez dû installer, j'imagine, un petit micro qui est barré à côté de votre nom dans le salon, donc vous pouvez me parler directement si vous voulez, en enlevant le barré, en cliquant sur le petit micro, quoi. Donc il y en a qui ont compris qu'il fallait mettre un titre, les plus beaux du monde. Les yeux, ouais. Alors groupe 4, il s'appelle groupe 4, ok. Alors Lily, je vois que tu apparemment n'arrives pas à parler. Tu m'entends mais tu ne peux pas parler. Est-ce que je peux répondre à ta question sur le chat général ? Oui, si tu as une question. Je n'ai pas vu de question pour l'instant de ta part, mais vas-y si tu as une question. Que doit-on faire concrètement ? Une question d'interprétation par groupe ou est-ce autre chose ? Donc, ce qu'il faut faire pour le 31 mars, c'est une question de réflexion. Déjà, dans la dernière fois, il y en a pas mal qui ont confondu ça. Pour l'instant, c'est encore une question de réflexion telle que ça se présente, ce que je vous ai donné hier, plus précisément. Comme je vous ai indiqué les choses sur les différents modèles, quand vous allez sur votre pad,
Mais là, il faut que tu t'inscrives à un pad pour pouvoir regarder. Après, tu peux cliquer sur un des liens en attendant pour voir. Une fois que tu es sur le pad, ce qu'il faut faire, c'est remplir ça. Donc, répondre une fois que tu dises le nom du groupe, ou alors c'est quelqu'un d'autre, que vous mettiez le nom de chacun sur un pad, donc le nom, le prénom identifiable par moi, donc pas des pseudos. Ensuite, je vous donne la méthode. En gros, il faut que vous discutiez entre vous pour appliquer la méthode de façon à arriver à un résultat cohérent entre vous. Que vous soyez d'accord, que vous mettiez d'accord après ces discussions sur ce que vous allez montrer. Après, donc, vous faites chacun une partie. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse discuter, demander aux uns et aux autres de préciser, dire bah tiens, là il manque un exemple, ou là tu pourrais trouver telle ou telle référence, même si vous n'avez pas forcément fait le même travail que les autres. En discutant entre vous, ça vous amène à améliorer votre travail de façon à avoir vraiment quelque chose qui soit le mieux possible. Donc voilà, il faut faire comme d'habitude depuis le début de l'année, pour une question de réflexion, une introduction rapide qui montre en quoi on peut penser une chose et le contraire sur le sujet. Ensuite, dans un premier paragraphe, donc un argument qui va justifier la thèse qu'ensuite on va critiquer, puisqu'on est dans une démarche un petit peu dialectique. Ensuite, une critique dans le deuxième paragraphe de cette thèse, des arguments de cette thèse. Et troisième point, ensuite, une justification de ta réponse. Alors, le troisième paragraphe pourrait être plus développé éventuellement que les deux premiers, parce que c'est là que va être vraiment le plus important, la réponse que tu défendrais après avoir critiqué la réponse opposée. Et donc une conclusion rapide qui s'assure qu'on a bien compris que tu défendais que vous défendiez telle thèse plutôt que telle autre. Est-ce que c'est plus clair, Lily, sur ce qu'il y a à faire? Bon, mais c'est bien. Alors l'intérêt de travailler en groupe, alors peut-être que tu le verrais davantage l'intérêt si c'était un plus grand exercice, un plus long exercice, mais c'est pas évident justement de travailler en groupe, donc c'est pas mal je trouve aussi de travailler sur un exercice relativement court à faire ensemble pour apprendre à se lire mutuellement et à se corriger mutuellement. C'est un travail d'écriture collaborative, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire chacun va faire dans un groupe, il y en a un qui va faire l'intro et la conclusion, puis l'autre qui va faire le premier paragraphe, etc. L'idée, c'est vraiment de discuter entre vous pour améliorer ce qu'ont fait les uns et les autres. Donc, cette discussion, elle se fait par le chat, par les moyens que vous avez. Alors, ce qui rend cela possible, bien sûr, c'est que vous puissiez communiquer entre vous. Donc là, vous avez des outils, notamment sur la page que je vous ai ouverte, en supposant donc vous avez Internet, mais ça, si vous n'avez pas Internet, c'est vrai que le confinement, il va être plus compliqué pour continuer de travailler, quoi. Mais avec Internet, normalement, vous devez y arriver. En allant sur les pads. Je sais pas, tu n'avais peut-être pas encore été sur un pad, Lily.